Voilà, donc bonjour à tous. Donc, je suis Henri de Mégil, je suis le directeur général du Bouclier Bleu France. Notre association a l'honneur d'inviter Madame Muriel de Bastier pour nous parler justement de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, avec un sujet s'avère passionnant sur le cas de Michel Georges Michel, peintre, journaliste, romancier, critique d'art, l'histoire d'une spoliation. Alors, en deux mots, le bouclier bleu, le petit pitch habituel de notre association, loi 1901, nous sommes spécialisés dans la protection du patrimoine en temps de crise. Nous sommes pour cela agréés de sécurité civile et le rôle de l'association du bouclier bleu euh, et d'intervenir pour protéger le patrimoine, de sensibiliser et de former aussi à la prévention des risques pour le patrimoine commun. Donc c'est dans ce cadre-là que nous animons ces séminaires, voilà, pour pouvoir parler de tous les métiers, toutes les actions en lien avec la protection du patrimoine jusqu'à, après la crise, 70 ans après, 80 ans après, la restitution d'œuvres qui ont été spoliées. Et donc, merci Muriel, donc chargée de recherche à la mission de recherche des biens culturels spoliés, 3345, d'être avec nous. Et je vous laisse la parole pour cette conférence qui s'annonce passionnante. Je vous remercie. Je remercie le Bouclier Bleu France de me donner l'opportunité de présenter le travail du chercheur de provenance et de me donner aussi la possibilité de vous raconter une histoire. Euh, donc, je vais vous présenter le sujet complexe, certes passionnant, mais complexe, qu'est la recherche de provenance. Et vous inviter pour l'heure qui suit à rentrer dans la tête d'un chercheur de provenance en allant à la rencontre d'une personnalité, celle de Michel Georges Michel. Et j'aimerais en préambule vous poser deux questions. Deux questions que vous allez bien garder en tête et vous y répondrez à la fin, à vous-même. Avez-vous déjà, première question, avez-vous déjà retourné un tableau, regardez son dos, un objet, avez-vous ouvert un livre en vous interrogeant sur sa provenance? Première question. Deuxième question, vous souvenez-vous de l'ensemble des biens qui se trouvaient ou qui se trouvent chez vos parents ou même chez vous-même et seriez-vous capable d'en faire un inventaire? Donc, gardez bien en tête ces deux questions. Quelques mots sur la recherche de provenance. Qu'est-ce que la recherche de provenance? Donc, la recherche de provenance a pour but de reconstituer la trajectoire des œuvres d'art de leur création jusqu'à leur localisation actuelle, en identifiant leurs propriétaires successifs. Et il s'agit d'établir une chronologie de la propriété. Mon métier et celui de mes collègues est de tenter de tisser un lien entre un bien, une œuvre et son propriétaire d'origine, ou aujourd'hui ses ayants droit, soit en partant de la requête d'une famille, le cas que je vais vous présenter aujourd'hui, soit en partant d'une œuvre pour retrouver son propriétaire. Donc la recherche de provenance est un domaine relativement nouveau et qui évolue en permanence. Être chercheur dans ce domaine nécessite des compétences spécifiques. C'est un métier. Et c'est surtout un méticuleux travail d'enquête d'une grande exigence morale et scientifique. Donc en 25 ans, puisque ça fait près de 25 ans que je travaille sur ce sujet, j'ai pu constater donc les progrès réalisés et je ne parle pas seulement de l'apparition d'Internet, je parle également de la puissance des réseaux sociaux, du développement de la généalogie et surtout de la mise à disposition des archives numérisées. Donc, c'est une véritable enquête que l'on mène et cette enquête ne peut se faire sans connaissance et sans des instruments spécifiques adaptés. Donc ces instruments, nous les avons créés, nous les améliorons et nous inspirons également ce qui se fait à l'étranger, puisqu'il y a énormément de pays comme en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aux Pays-Bas, qui travaillent sur le sujet des provenances. Donc
Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous faire un cours magistral. Cependant, il me semblait important de vous expliquer en quelques mots ce qu'était la recherche de provenance et de vous expliquer étape par étape les actions à mener pour faire les vérifications, pour éviter les obstacles et les réflexes à avoir quand on fait de la recherche de provenance. Euh, donc, si, bon, bien sûr, si vous souhaitez approfondir, là, je vais être très rapide. Je vous engage à aller sur les pages web de la mission. Vous avez énormément d'outils, d'informations sur comment faire pour devenir un bon chercheur de provenance. La première chose à faire, ça vous semble sans doute une évidence, mais c'est regarder l'œuvre. Regarder l'œuvre recto et verso, sous toutes ses coutures. Noter toutes les marques, ça c'est très important. Donc on travaille à partir des œuvres elles-mêmes, mais également à partir de photographies en très haute définition. Les deux sont nécessaires pour tout voir, enfin on espère. Donc je ne vous apprends rien, mais il est essentiel de regarder avec beaucoup d'attention chaque élément d'une œuvre. On va regarder les dos des tableaux, on va ouvrir un livre, on va regarder sous le socle d'une sculpture. On va noter toutes les marques, toutes les étiquettes, à quel moment elles ont été mises, par qui, pourquoi, ce que cela nous dit, pardon, les différents types d'écriture également que nous pouvons lire. Il s'agit de comparer les marques d'une œuvre à l'autre, tout est important. Les dimensions aussi sont importantes. Les mesures ont-elles été prises avec ou sans le cadre, avec ou sans le socle? Quand on cherche une œuvre et lorsqu'il s'agit d'une demande d'une famille, les dimensions peuvent être données de mémoire, donc pas forcément exactes. Donc une œuvre que nous retrouvons, s'il y a des dimensions différentes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne œuvre. Évidemment, si vous avez 1 mètre de différence, on peut imaginer qu'on ne parle pas de la même œuvre. Mais quelques centimètres, euh, eh bien, il peut s'agir de l'œuvre que vous recherchez. C'est important de le savoir et de ne pas passer à côté. Deuxième étape, attribuer l'œuvre ou réattribuer l'œuvre. Éventuellement, identifier également l'iconographie. Une attribution peut changer au cours du temps. Et une mauvaise attribution d'une œuvre elle-même ou d'une œuvre recherchée peut expliquer une famille, pardon, ne retrouvera jamais son œuvre, son bien, et une œuvre ne pourra jamais être restituée. Une autre étape, rechercher dans la documentation des musées, dans la documentation des bibliothèques, des archives, travail dans les dossiers d'œuvres, dans les catalogues raisonnés, les catalogues de vente, les procès-verbaux. Aujourd'hui, nous avons à disposition différents fonds d'archives en ligne, en France et à l'étranger. Il faut s'en servir, c'est une grande richesse. Autre étape importante, on peut activer son réseau. On doit faire appel à des experts. On connaît pas tout, c'est pas possible. Il faut faire appel à des institutions, également en France, à l'étranger. Donc, paradoxalement, le métier de chercheur de provenance est un métier où l'on travaille seul dans les archives, mais où il faut aussi impérativement travailler en équipe et partager ses connaissances. C'est très important. Et moi, je rajoute une petite étape qui me semble importante, ce qui permet d'avancer, en fait. C'est faire confiance à la chance. Parce que la recherche de provenance, c'est aussi un concours de circonstances, des rencontres et aussi beaucoup de chance. On ne maîtrise pas la chance, mais il faut y croire. Quelques points de vigilance. En dehors de ne trouver aucune trace de l'œuvre dans les archives, ce qui nous arrive régulièrement, ça, on ne peut pas faire grand-chose. L'œuvre a disparu. Mais on est face à quelques difficultés et il faut en être inconscient, pardon, pour les éviter. Donc, vous pouvez être face à des informations contradictoires dans les archives, incohérentes, avec des sources différentes. Donc, à partir du moment où vous avez des informations contradictoires, il faut trouver une source supplémentaire pour confirmer l'une ou l'autre des informations. Nous sommes confrontés à des descriptions non professionnelles. Je vous parlais des demandes des familles. Ce ne sont pas des historiens de l'art. Les familles n'ont pas l'habitude de décrire les œuvres d'art. Ils parlent de mémoire, ils décrivent de mémoire, avec souvent des souvenirs, de souvenirs, de souvenirs, de souvenirs.
Donc, un bien peut être décrit de manière différente. Le vocabulaire n'est pas toujours approprié. Il faut savoir lire entre les lignes. Il s'agirait de la même œuvre, mais décrite de manière différente. Euh, Selon la nationalité également de la personne qui va rédiger un inventaire, par exemple, pour faire une description d'œuvre d'art, les mots choisis ne sont pas les mêmes. Il faut être très vigilant et ne pas passer à côté d'une œuvre parce qu'elle n'est pas décrite exactement comme on s'y attendait. Également, une des difficultés, c'est la mauvaise attribution, une orthographe, enfin, une mauvaise attribution d'une œuvre, mais également une orthographe pas tout à fait la bonne, ou simplement le nom d'un artiste sans le prénom, et vous avez plusieurs artistes qui portent le même nom. Donc, comment refaire la recherche? Ce sont des difficultés auxquelles nous sommes confrontés régulièrement. Après les difficultés, quelques petits conseils. Pour faire un bon chercheur de provenance, il faut mettre en place une méthode de travail, sa méthode de recherche, puisque chaque dossier est unique, chaque œuvre est unique dans sa manière de travailler. Euh, Vous avez sur le site de la mission, sur les pages web de la mission, des fiches de provenance type. Encore une fois, c'est du sur-mesure que vous allez devoir faire, mais ça peut, vous pouvez vous en servir, vous appuyer sur ces fiches pour établir votre propre méthode de recherche. Petit conseil de chercheuse, je dirais enregistrer ses recherches avec les dates d'entrée, les orthographes utilisées. C'est très important puisque souvent les recherches que nous menons s'étalent sur des années et des années. Donc, ça, vous pouvez commencer une recherche, la laisser, elle est reprise par une autre personne, puis vous-même, vous pouvez reprendre la recherche. Moi, il m'arrive de travailler sur des dossiers sur lesquels j'ai travaillé il y a 10 ans. Évidemment, je ne vais pas me souvenir de l'intégralité des éléments, de l'intégralité des recherches que j'ai pu effectuer, donc tout doit être enregistré. Également, quand on fait des recherches sur Internet, et ça c'est l'expérience qui parle et les erreurs que j'ai pu faire, enregistrer les pages et pas seulement le lien Internet. Internet, ça évolue, ça change. Et les informations qui sont mentionnées sur les pages d'Internet peuvent disparaître. J'ai eu le cas une fois pour un buste de Chinard où une provenance était indiquée avec le nom de la famille. Et à partir du moment où j'ai contacté le musée concerné, bizarrement, l'information a disparu de la page. Heureusement que j'avais enregistré l'information et que j'ai pu m'en servir comme élément de preuve. Et puis, un point important, quand on est chercheur de provenance, c'est être patient et être tenace. Voilà les quelques conseils que je souhaitais vous donner avant de rentrer dans le vif du sujet et de partager avec vous une histoire. Euh, c'est l'histoire, enfin, c'est un dossier encore en cours. Il a peut-être une petite dizaine d'années de travail. C'est un dossier plein de rebondissements. Et je souhaitais vous partager cette histoire avec vous aujourd'hui et vous présenter à travers cette histoire le travail du chercheur de provenance. Donc, c'est une demande qui a été déposée par les ayants droit de Michel, Georges Michel, que vous voyez la diapositive de trois quarts face à des tableaux. Donc Michel Georges Dreyfus, euh, plus connu sous le nom de Michel, de son nom de plume, son nom d'artiste, Michel Georges Michel, que l'on peut aussi appeler MGM. Euh, la demande de la famille portait sur la collection d'œuvres d'art de leur aïeul. Donc ce dossier sur lequel j'ai pu travailler s'appuie sur des sources variées. Et donc, ce que l'on sait, c'est que la collection était essentiellement composée d'œuvres d'artistes du XXe siècle, mais aussi, et en majorité, ce qui en fait un petit peu un dossier particulier, de tableaux peints par Michel, Georges Michel lui-même. On parle ici de 455 œuvres d'art et de deux instruments de musique qui ont été volés dans l'appartement de Michel Georges Michel au 14 rue Clément Marot, à Paris, dans le 8e arrondissement. La particularité de cette spoliation réside dans le fait que 280 de ces œuvres volées avaient été peintes par Michel Georges Michel et que la plupart d'entre elles ont été signalées comme détruites. C'est un élément important dans cette histoire.
Depuis la guerre, seules 66 œuvres et un violon ont été restitués. Donc il reste du travail sur ce dossier, sauf pour les œuvres qui ont été détruites, bien évidemment. Quelques mots sur la personne de Georges Michel. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une personne assez flamboyant, assez intéressant, assez curieux. Il est né à Paris le 3 novembre 1883 et il est décédé à plus de 100 ans à Paris le 31 mars 1985. Donc les ayants droit, ses héritiers l'ont connu. Il était peintre, journaliste, romancier, critique d'art et traducteur. Il a été élève d'Otto Friese et de Raoul Dufy. Il fréquenta les Beaux-Arts, l'école du Louvre également. Il fut conseiller artistique. Il collabora au ballet russe de Serge de Diaghilev de 1913 à 1929. Il fut président de l'Association des écrivains et critiques de la danse, ainsi que l'un des vice-présidents du syndicat de la presse artistique française. Michel-Georges Michel a écrit plus de 100 volumes, chroniques, critiques, souvenirs et romans. Et sa bibliographie compte une cinquantaine de volumes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Également des recueils de souvenirs et romans liés au monde de l'art et des lettres. L'un des, l'un de ses livres les plus célèbres, Les Montparnasse, que vous voyez ici sur la diapositive, a été écrit en 1923 et publié en 1929 et réédité à maintes reprises. Donc gardez bien le sujet de ce livre en mémoire, vous allez comprendre pourquoi. Et ce livre met principalement en scène à Montparnasse, sous le nom de Maud Rulot et Haricots Rouges, ça ne s'invente pas, Modigliani et Jeanne Hébuterne. Donc les deux couvertures ici que vous voyez de Michel ici et ici ont été dessinées par Michel-Georges Michel lui-même. Et à l'intérieur de tous ces ouvrages, vous avez des petits dessins comme ça. Donc vous pouvez trouver les livres, ils ne sont plus édités actuellement, mais vous pouvez avoir accès en bibliothèque. Donc, l'ouvrage a été adapté également au cinéma en 1958 par Jacques Becker sous le titre Les Amants de Montparnasse avec Gérard Philippe, Anouk Aimée et Lini Voitura. Je vous engage à le regarder. Que sait-on de la collection elle-même? Après vous avoir parlé du personnage, la collection. Donc, c'est une attestation sur l'honneur aux autorités allemandes dans le cadre de sa demande d'indemnisation pour ses tableaux et objets d'art en date du 26 mars 1963, que Michel-Georges Michel explique comment il a constitué sa collection, ces 400, enfin, en dehors des tableaux qu'il a peints, les autres. Il explique que c'est son activité de chroniqueur qui lui a permis d'être en contact permanent avec un certain nombre de peintres et parfois il est devenu leur ami. Il leur a acheté des œuvres, il en a reçu quelques-uns en cadeau ou en remerciement. Et d'ailleurs, nombreux d'ailleurs sont les témoignages de ces artistes qui l'ont aidé, qui ont témoigné au moment de la déclaration de Michel-Georges Michel auprès des autorités allemandes pour témoigner du fait que Michel-Georges Michel avait bien des tableaux chez lui. Ici, vous avez un témoignage de Hélène Perdria du 13 octobre 1961 qui certifie, je cite, « Je certifie que M. Michel-Georges Michel, 14 rue Clément Marot, Paris 8e, arrondissement, possédait, avant la guerre de 1939, un lot de toiles diverses achetées par lui et dont j'étais l'auteur. » Voilà, donc il y a beaucoup dans les archives allemandes, on retrouve beaucoup de témoignages d'artistes qui témoignent donc de la propriété de Michel-Georges Michel. Michel-Georges Michel, et c'est important, précise qu'il n'a indiqué que les peintures les plus importantes et les plus précieuses dans sa déclaration à la commission de récupération artistique, puis dans sa déclaration auprès des autorités allemandes. Et c'est là où la question que je vous ai posée au tout début de ma présentation est importante. Il y a pour les familles une vraie difficulté à se souvenir et à faire un inventaire précis des biens qui se trouvaient chez eux ou chez leurs parents avant la guerre.
Et c'est encore plus compliqué quand il s'agit des livres. Hum, que connaît-on des conditions de la spoliation? C'est important, on se doit, quand on fait de la recherche de provenance, de connaître les circonstances de la spoliation. Michel-Georges Michel a choisi de s'exiler aux États-Unis à l'arrivée des Allemands et en rentrant après la guerre, il a pu réintégrer son appartement, vider de l'ensemble de ses biens et plus particulièrement vider de ses tableaux, de sa bibliothèque et de ses archives. Donc, il a été vidé de son contenu, enfin l'appartement a été vidé de ses contenus le 11 mars 1941. Essentiellement des tableaux et dessins, quelques noms d'artistes saisis, Otto Fries, Manet Katz, Van Gogh, Matisse, Modigliani, Hélène Perdria, Soutine, Picasso, des grands noms. Mais également tout son mobilier, les meubles anciens, les tapis, le piano à queue, le linge, la literie, l'intégralité de ce qui se trouvait dans l'appartement. Qui a pillé l'appartement? Euh, tous ces éléments, on a retrouvé la trace. On peut vous faire toute la chronologie des événements. Dans un courrier du 12 janvier 1961, le service fédéral pour les restitutions externes, dans le cadre d'une demande de restitution du gouvernement français, précise que l'appartement de Michel et Georges Michel a été spolié. L'enquête, parce qu'il y avait une enquête après la guerre, a d'abord montré que plusieurs tableaux sont parvenus à l'ERR, le service Rosenberg. C'est le service qui s'occupait spécifiquement des œuvres d'art. Il est possible que l'appartement ait été spolié par l'Action Meuble, un autre service allemand, un autre service qui s'occupait de vider l'ensemble des appartements, pas les biens de valeur, les biens du quotidien. Donc c'est l'Action Meuble. Et l'ERR, c'est la service Rosenberg, service qui s'occupait que des biens de valeur, était autorisé à prendre en charge des tableaux qui provenaient de l'Action Meuble. Ils allaient le servir. Ce qui a sans doute été le cas pour la collection de Michel-Georges Michel. Je vous parle de l'ERR. Voilà à quoi ressemblait un inventaire ERR. Euh, on sait que la collection de Michel-Georges Michel a été inventoriée par ce service. Il a été inventorié le 11 septembre 1942. Alors, vous voyez ici le nom de Michel-Georges Michel. C'était très bien fait, très bien organisé, hein. C'était une action officielle menée par les Allemands. L'adresse, euh, oh là, l'adresse, ici. Vous avez ici, est-ce que vous voyez ma petite souris ou pas? Ouais. Euh, ici, ça a été spolié le 11 mars 1941. Vous avez les noms des personnes qui se sont occupées de la spoliation. Ici, le nom de la personne qui a fait l'inventaire. Ici, la date où l'inventaire a été fait. Et vous avez ici 3 lettres, MGM. C'est le préfixe. Donc, à chaque famille correspondait un préfixe. Ici, c'est Michel, Georges Michel. Euh, avec ensuite suivi d'un numéro. Ici, la collection de Michel, Georges Michel commence à 1 et s'arrête et je vais jusqu'à 133 œuvres. C'était une pratique habituelle pour le RR. Ce qu'on sait, c'est que donc, les œuvres ont été stockées au musée du Jeune Paul, c'est inscrit. Et d'après différents documents d'archives, donc on a travaillé sur un grand nombre, on a trouvé énormément d'archives pour cette collection, les archives de l'ERR, les archives de la réclamation, des réclamations effectuées par Michel-Georges Michel après la guerre, les décharges de restitution. On sait que le nombre de biens exacts de biens spoliés s'élève à 457 tableaux, dessins, estampes, aquarelles, gouaches, sculptures, tapis et instruments de musique. Et sur ces 457 œuvres, 175 œuvres et objets signés de différents artistes, 280 œuvres de Michel-Georges Michel lui-même et 2 instruments de musique. Vous voyez jusqu'où peut aller la précision. Voilà. Certains documents
Et c'est là ce qui fait un peu la particularité de cette collection. Certains documents mentionnent la destruction d'une partie de la collection. Et selon Rose Valland, dans un courrier que vous voyez ici, un extrait de Rose Valland a adressé au directeur du Fonds social juif unifié, ce courrier datant du 23 janvier 1963, donc c'est bien après la guerre. Monsieur Michel, Georges Michel, a eu 261 tableaux lacérés et ensuite brûlés par le service Rosenberg. Parmi les œuvres spoliées, donc 298 ont été marquées pour destruction, mais certaines, on s'en est rendu compte, ont été restituées. Donc, signalées comme détruites ne signifie pas détruites. C'est ce qui fait aussi le charme de la situation, si je puis me permettre, c'est que du coup, il ne faut pas une seule source qui nous informe, mais il faut en trouver une autre pour être sûr que l'œuvre a bien été détruite ou pas détruite. Ici, exemple, vous avez ici un tableau de Jacqueline Marval. Jacqueline Marval, un tableau, c'est Vase de Campanule, datant de 1927. Ce tableau, il est aujourd'hui, il appartient au comité Jacqueline Marval. Et le comité Jacqueline Marval a eu la gentillesse de nous laisser voir deux tableaux et de voir les tableaux recto et verso, encore une fois. Et ces tableaux ont appartenu à Michel Georges Michel. On sait qu'ils ont été spoliés puisqu'ils font partie de l'inventaire, qu'ils ont été restitués après la guerre, puis vendus. Et ils ont été achetés en 2005 par le comité Jacqueline Marval. La provenance est parfaitement claire, tout va bien. Mais au dos du tableau, nous, ça nous a intéressé de voir comment ce qui était inscrit, puisque ça n'a pas été effacé. Donc, je vous ai pris un exemple. Au dos de ce tableau, vous avez un MGM 70. Donc, vous souvenez-vous, le préfixe de l'ERR, MGM 70, qui se trouve ici. Euh, et vous avez aussi deux autres annotations. Donc l'autre tableau, c'est MGM 71. Une autre marque qui peut nous intéresser, toujours garder en tête l'intérêt. Nous, dans notre métier, on préfère regarder d'abord les œuvres de dos que de face. Mais bon, ça, c'est comme ça. C'est un réflexe. Vous avez aussi une autre annotation en bas du tableau, à l'envers, GR2B. C'est une des principales, c'est aussi une marque allemande. C'est une des principales catégorisations de l'ERR en matière d'art moderne, notamment qui correspondrait à des œuvres sans valeur à détruire. Et vous avez aussi, je ne sais pas si vous pouvez le voir, euh, vous avez à côté du 70 un petit V en rouge. A priori, c'était un tableau qui était destiné à la destruction. On en est sûr, on a retrouvé un inventaire, mais en plus, on retrouve une marque. Donc, il faut rester prudent quant au statut des œuvres signalées pour destruction. Et la leçon à retenir, c'est qu'une seule source ne suffit pas. Ici, on a un tableau qui existe bien, qui est présenté comme détruit et qui ne l'a pas été finalement détruit. Georges Michel a été spolié de ses tableaux, mais également de sa bibliothèque et de ses archives. Ici, donc dans les documents de l'ERR, il est indiqué que la bibliothèque de Georges Michel a été pillée le 11 mars 1941. Et dans un courrier du 11 mars 1946, adressé au directeur de l'Office des biens et intérêts privés, MGM indique l'existence d'une bibliothèque, pas très importante, je cite, donc composée de livres sur la peinture et de ses propres ouvrages. Sa bibliothèque était composée d'ouvrages contemporains, la plupart avec des dédicaces d'auteurs, des livres sur la peinture et ses propres ouvrages. Il n'avait pas d'ex-libris, c'était sa bibliothèque professionnelle essentiellement. Il y a beaucoup de rebondissements dans ce dossier, ce qui en fait tout son intérêt. On sait également que Georges Michel avait beaucoup d'archives qui conservaient tout. Ses ayants droit nous l'ont confirmé.
Et on sait aussi donc il y avait une grande quantité de dossiers qui contenaient des milliers de chroniques euh, publiées dans la presse parisienne depuis 1902, des manuscrits de romans, des pièces de théâtre qui ont été volées chez Michel-Georges Michel. En tout cas, il le déclare auprès de l'OBIP le 11 mars 1946. En 2020, donc on fait un bond dans le temps, on apprend qu'un fonds d'archives volé par les Allemands, ensuite saisi par les Soviétiques, puis rendu par les autorités russes à la France et au ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, puis a été confié ensuite à la Société des gens de lettres. Il y a un petit peu le parcours. La chance dont je vous parlais, c'est un petit peu ça. Il s'agit de 20 cartons, 20 cartons, ce qu'on appelle 20 cartons du fonds russe, composés de dossiers d'archives numérotés, bien organisés, bien archivés. Et ces cartons correspondaient au fonds privé typique d'un homme de lettres de l'entre-deux-guerres. Il était principalement composé de correspondances envoyées et reçues, d'ouvrages, de manuscrits de Michel-Georges Michel, de dessins de différents artistes, euh, d'invitations à des spectacles, de conférences, des cartes de visite. Donc, ces 20 cartons d'archives que vous voyez ici, c'est vraiment des beaux cartons avec donc 20. Eh bien, il s'agissait des archives de Michel-Georges Michel, avec le parcours qu'on a bien compris de l'appartement rue Clément Marot en Allemagne, puis en Russie à Moscou, puis au ministère des Affaires étrangères en France, à la Société des gens de lettres, et en 2020, retour dans la famille de Michel-Georges Michel, où la restitution a eu lieu le 20 juin 2020. Euh, Encore un rebondissement. Je suis sûre que on va pas s'arrêter là. Je vais vous parler d'un tableau de Modigliani. Euh, alors, c'est un aspect un peu compliqué du dossier. Donc, je vais vous faire une démonstration. J'espère que vous allez me suivre. Après, vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ma démonstration. Il s'agit, parmi les œuvres volées chez Michel-Georges Michel, au 14 rue Clément Marot, se trouvait un tableau de Modigliani. Vous en avez la photo ici, une tête de femme, qui était inventoriée, vous vous souvenez de l'inventaire allemand, MGM 1, donc première ligne. Donc on a retrouvé une photographie de ce tableau datant de la guerre. Donc c'est une photo qui est prise, c'était une photo, les Allemands, les nazis prenaient des photos des biens qui spoliaient. Donc, c'est une photo qui a été prise au jeu de paume, on imagine. Et on a retrouvé deux exemplaires de cette photographie, un exemplaire dans le fond de la commission de récupération artistique à la Courneuve et un exemplaire dans les archives de Munich, sans doute la photographie originale. Souvenez-vous, notre inventaire. Ici, vous avez la première ligne, MGM. Donc MGM 1, Modigliani, portrait de femme, huile sur toile. Est-ce que vous voyez bien tout le document? Oui, 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 on voit. Oui, oui, oui. Euh, et si vous regardez bien ce document, la première ligne, vous avez des initiales HG, Hermann Göring, Tausch, qui veut dire échange, et une date, 10 mars 1942. Beaucoup d'informations et barré en plus. La ligne est barrée. Donc, tous ces éléments euh, nous permettent d'établir, de comprendre un peu ce qui s'est passé pour ce tableau. Lors d'un interrogatoire, Gustav Rauschlitz, qui est un marchand d'art qui travaillait pour Hermann Göring, a échangé. Donc, Tosh, ici, échange numéro 15. Donc, on apprend tout ça lors d'un interrogatoire du 15 août 1945. Il est interrogé par les services américains après la guerre et il explique un peu comment il travaillait avec les nazis, Gustav Auschwitz.
Donc, il aurait échangé le 10 mars 1942 4 tableaux dits dégénérés. Entre parenthèses, il y a une très belle exposition au musée Picasso sur l'art dégénéré, le procès de l'art moderne sous le nazisme jusqu'au 25 mai 2025. N'hésitez pas à aller voir cette exposition, elle est très bien faite. Donc, 4 tableaux dits dégénérés, dont ce portrait de femme de Modigliani, contre un panneau du XVIe siècle de Florence représentant la Sainte Famille destinée à Hermann Göring. Euh, on peut comprendre que Hermann Göring n'était pas amateur de Modigliani, qui préférait un un panneau du XVIe siècle, et donc ce Modigliani a été échangé avec 3 autres tableaux contre un tableau qui a été du XVIe siècle pour Hermann Göring. On sait également que Jacques Bertrand, expert officiel de Göring en France, a expertisé le tableau de Modigliani. On sait également, dans son interrogatoire, que Gustav Rochlitz a indiqué à la fin de la guerre qu'il avait expédié le tableau dans un de ses entrepôts à Baden-Baden le 19 février 1944. On le voit tout en haut du document. Donc, en fait, là, on essaye de comprendre le parcours de l'œuvre. À partir du moment où il est parti de l'appartement, enfin, il a été pillé dans l'appartement de Georges Michel, il est passé au jeu de paume. Ensuite, il y a eu cet échange. Et donc, si on comprend, si on suit le témoignage de Gustav Rochlitz, il serait ensuite parti à Baden-Baden. Mais c'est pas si simple. Les listes d'œuvres réunies et établies par les nazis et par Rose Valland, que l'on a pu retrouver dans le fond de la commission de récupération artistique, nous ont permis de retrouver la suite du parcours de ce tableau. Donc, on sait que Rose Valland a établi une liste d'œuvres d'art modernes réunies au Jeu de Paume en mars 1942, pardon, et qui s'appuie sur plusieurs documents. Alors là, il va falloir me suivre, parce qu'on travaille aussi dans le détail. Ici, vous avez des documents, un premier un brouillon allemand. Donc, c'est rédigé en allemand, à une date inconnue, sans aucun doute avant le 10 mars 1942. Ce document a été récupéré par Rose Valland. Et là, petite surprise, euh, vous voyez, est indiqué Madame Castel, point d'interrogation. Et en dessous de Madame Castel, il y a une parenthèse, enfin une parenthèse qui n'est pas fermée, où il y a été indiqué Georges Michel. Donc, le nom de Madame Castel est suivi d'un point d'interrogation, ce qui ne permet pas de comprendre qui est Madame Castel. On parle toujours de notre Modigliani, hein, ici. Hein. Toujours de notre portrait de femme, c'est bien les bonnes dimensions, l'huile sur toile. Sauf qu'il y a un nouveau nom qui vient d'apparaître. Madame Castel, point d'interrogation. On ne sait pas qui est cette Madame Castel, quel est son rapport avec le tableau. On sait qu'il y a une parenthèse ouverte devant Georges Michel. On ne peut imaginer que ce document a été dressé rapidement par le personnel de l'ERR, donc au musée du Jeu de Paume. Zéro certitude, mais on comprend que ça a dû se passer comme ça. Deuxième document, vous allez me dire c'est le même. Non, c'est pas le même. Il est en français. Le deuxième document, c'est un brouillon intermédiaire qui a été rédigé par Rose Valland. C'est l'écriture de Rose Valland. C'est une écriture différente du premier document. Et il est écrit Madame Castel, sans point d'interrogation. Je vous dis, on est vraiment dans le détail. Georges Michel, entre parenthèses, avec parenthèse fermée. C'est une traduction en français, sans doute clandestine, puisque on sait que Rose Valland allait chercher les papiers les documents allemands dans les poubelles, ramener chez elle, les recopier chez elle le soir et remettait les documents originaux dans la poubelle le lendemain. Donc on imagine que le premier document est celui qui était dans la poubelle et le deuxième est celui qu'elle a retranscrit. Euh, et par contre, le point d'interrogation a disparu. Vous le notez. Nous n'avons pas fini. Alors là, j'ai mal fait mon petit copier-coller. Il manque une petite partie du document, mais vous allez comprendre. On retrouve ces informations dans les notes manuscrites de Rose Valland adressées
à Jacques Jaujard, le premier document en haut de la diapositive, donc qui est le directeur des musées nationaux, le 10 mars 1942. Et là, croyez-moi sur parole, Rose Valland a inscrit Col, donc collection, Madame Castel, entre parenthèses, Georges Michel, sans point d'interrogation. Ces notes sont mises au propre dans une version tapuscrite, le deuxième document, après la guerre, dans les travaux de la commission de récupération artistique. Donc, Col, Madame Castel, Georges Michel, pour un portrait de femme de Modigliani de 56 sur 46 cm. Autre document, on retrouve dans le fond de la commission de récupération artistique notre photo, notre photographie en noir et blanc. Et au dos de cette photographie, on retrouve le Madame Castel, Col Madame Castel, donc qui fait écho aux notes établies par Rose Valland. En outre, un rapprochement a été fait avec un Cassel. Vous voyez ici, Cassel, point d'interrogation, avec une écriture différente. Donc, ça n'a pas dû être apposé au même moment. Euh, Peut-être le baron Cassel, collectionneur largement spolié, mais ce rapprochement est une erreur. Le baron Cassel n'est pas connu pour avoir possédé une œuvre de Modigliani. Il n'avait pas du tout ce type d'œuvre et n'a réclamé aucune œuvre de l'artiste. Donc c'est une erreur, une mauvaise hypothèse. Voilà, donc nous avançons progressivement dans le parcours de l'œuvre. Et là, j'aimerais vous signaler aussi les difficultés. On peut être confronté à certaines difficultés sur les bases sur Internet. Ici, un site important auquel vous pouvez avoir accès, c'est le RR Project, c'est-à-dire c'est toutes les collections pillées par le RR sont en ligne famille, collection par collection, dont nous retrouvons celle qui nous intéresse. Vous avez sur le document à gauche le signalement du Modigliani avec indiqué MGM1 comme relevant de la collection de Michel-Georges Michel. À gauche, il est noté Madame Castel comme étant la propriétaire. Le site précise également, sans explication, que Madame Castel était l'épouse de Michel-Georges Michel. Or, ce dernier n'était pourtant pas marié à cette époque. Il a été marié uniquement du 14 juin 1921 au 13 octobre 1924 à une certaine Madame André Henriette Sachs. Il n'a jamais été marié avec une Madame Castel. Donc on est un petit peu perdu. Cette Madame Castel nous embête un peu. On ne sait pas d'où qui elle est. Quoi en faire? Dans le document de droite, la page a été corrigée, puisqu'en effet, il s'agissait d'une erreur de saisie. Donc, c'est toutes ces difficultés. Ce que l'on sait à ce stade, le tableau n'est pas mentionné par Michel-Georges Michel dans ses déclarations auprès des autorités françaises et allemandes après la guerre. Dans un courrier du 19 août 1945 adressé à la commission de récupération artistique, Michel-Georges Michel déclare la disparition de nombreuses œuvres dans son appartement et il précise que la liste n'est pas exhaustive. Je cite, « Il y avait entre autres œuvres mon portrait par Picasso, par Matisse, par Hélène Perdria, 6 grandes toiles de fleurs de Marval, avec des cadres de bois sculptés, 2 frises, un Dufy, plusieurs Trio, 2 Van Gogh, plusieurs Kissling, des dessins de Modigliani et une centaine de toiles de jeunes peintres et de moi-même. » Vous pouvez noter également que Michel-Jean Michel ne fait pas un inventaire ultra précis de ce qu'il y avait chez lui. C'est plutôt même pas précis du tout. On a des noms d'artistes, mais pas le nom, quasi jamais les noms des toiles et ni les dimensions. On va faire un bond dans le temps. Il faut que j'avance. Tout ça, c'est sur plusieurs années. En janvier 2020, on passe de 1945 à janvier 2020, Raphaël Denis, artiste, a signalé à la mission avoir identifié la tête de femme de Modigliani de Michel-Georges Michel, se trouvant dans de la collection de Michel-Georges Michel. Pour lui, l'œuvre semblait correspondre à un tableau de Modigliani des collections du
musée Sprengel de Hanovre. En effet, le tableau faisait partie, à Hanovre, faisait partie d'un ensemble d'œuvres achetées par la ville de Hanovre en 1949 à un certain Konrad Dobeke, dont vous avez la photo ici. Et Dobeke qui aurait récupéré dans des conditions inconnues le tableau, sans doute vendu, qui lui aurait été vendu par Gustav Rochlitz. La boucle est bouclée. Le musée a exposé ce tableau en 2018 et c'est grâce à une publication de la photo de l'exposition sur Internet que le lien, on a pu découvrir ce tableau. Et ce tableau a été exposé dans une exposition qui s'intitulait Fake News, en considérant qu'il pourrait s'agir d'un faux ou d'une copie de Modigliani. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce tableau de Modigliani n'apparaît dans aucun des catalogues raisonnés de l'œuvre de Modigliani. On n'a rien trouvé dans les catalogues raisonnés. Donc, souvenez-vous, Gustav Rochlitz a indiqué au cours d'un interrogatoire du 15 août 1945 qu'il avait expédié le tableau de Modigliani dans un de ses entrepôts à Baden-Baden le 19 février 1944. Il semblerait clairement que le tableau ne soit jamais arrivé à Baden-Baden et qu'il se soit perdu en route. Euh, le portrait est rentré en possession de Konrad Dobeke qui le vendit par la suite à la ville de Hanovre en 1949. Donc, qui est Monsieur Dobeke? C'est un entrepreneur originaire de la région de Hanovre qui s'est intéressé à l'art en 1929. Il est membre du NSDAP de 1931 à 1935. On sait également qu'en 1946, ces œuvres ont été stockées par les Américains pour quelque temps au Central Collecting Point de Wiesbaden après avoir été confisquées dans un coffre-fort d'une banque de Hanovre. Et en 1949, afin de reconstituer la collection municipale et compenser, selon les explications du musée de Hanovre, les pertes subies pendant la dictature nazie, Ferdinand Studmann, alors directeur du musée du Land de Basse-Taxe, a acheté pour la ville de Hanovre une collection d'environ 120 peintures, gravures et sculptures auprès de Konrad Dobeke, parmi lesquelles des chefs-d'œuvre de l'art moderne, dont notre Modigliani. Donc cet inventaire-là que je vous présente, c'est un inventaire que j'ai trouvé sur Internet, tout simplement, avec le montant, le prix de vente. Donc le prix de vente, donc en 1949, vendu par Dobeke au musée de Hanovre. Hum, donc on sait qu'il y a un tableau dans un musée. On sait que ce tableau a possiblement deux propriétaires. Quel est le propriétaire de ce tableau? Michel-Georges Michel ou Madame Castel? Donc, le fait que le tableau ait été volé chez Michel-Georges Michel et qu'il ait été inventorié par le RR comme une œuvre lui appartenant, laisse penser que le tableau lui appartenait. Cette hypothèse est la plus solide, selon moi. Cependant, comme nous l'avons vu plus tôt, donc les interrogations subsistent, car certaines listes établies par les Allemands pendant l'occupation font état d'une possible appartenance, avec un point d'interrogation, à la collection d'une Madame Castel. L'hypothèse d'une propriété de Madame Castel a été reprise sans doute par la commission de récupération artistique. Pour des raisons inconnues, des personnes du côté allemand ont donc, pendant la guerre, fait un lien entre ce tableau et Madame Castel, mais sans certitude, comme le suggère le point d'interrogation. C'est la seule œuvre d'art provenant de l'appartement de Michel-Georges Michel qui soit ainsi, pendant et après la guerre, désignée différemment avec une autre provenance que la sienne. Il semble très probable que la mention du nom Castel vienne tout simplement, alors c'est là où je dis que les yeux ne suffisent pas, mais les photographies en très haute définition et le travail sur ces photos permettent de découvrir, comme ici, je pense qu'avec juste vos yeux, vous ne voyez pas du tout, potentiellement, qu'il y a une marque qui indique le nom de Madame Castel. Donc, ce serait une marque à la craie, aujourd'hui très estompée, que les Allemands ont pu lire
et potentiellement recopiées sur leur inventaire. Par contre, la signification n'est pas très claire. Est-ce qu'il s'agit du nom de la femme qui est représentée sur le tableau? Est-ce qu'il s'agit du nom de la propriétaire du tableau? Et cette mention a été reprise par Rosevalland avec la disparition du point d'interrogation. Donc, d'après des essais, alors ça, c'est Raphaël Demy qui a fait ces renforcements enfin, qui a permis de lire Madame Castel. Il a fait renforcer par contraste et modification des couleurs. On trouve aussi sur la suite Georges, là aussi, à la craie, ici. On ne peut pas le voir juste avec nos yeux. Euh, donc, cette inscription a dû s'effacer petit à petit, c'est pour ça qu'on la voit beaucoup moins bien. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est à qui restituer? Aux ayants droit de Michel-Georges Michel ou aux ayants droit d'une Madame Castel? Encore faudrait-il savoir qui est Madame Castel. La mission, aidée par plusieurs chercheurs, des conservateurs, dont Didier Schulman, et des spécialistes de Modigliani, a tenté d'en savoir un peu plus sur une éventuelle Madame Castel, qui aurait pu être la propriétaire du tableau. On a fait l'hypothèse que Madame Castel pouvait être une certaine Jeanne-Élisabeth Castel, née Albouy, galériste célèbre d'abord dans le 15e arrondissement de Paris, 19 rue du Général Beuret, puis rue du Cirque, dans le 1er arrondissement. Elle était impliquée dans la vie artistique des années 1920 et 1930. Elle a travaillé avec Paul Guillaume, qui présentait et vendait dans sa galerie parisienne des œuvres de Soutine et des œuvres de Modigliani. Mais pour l'heure, aucune trace permettant d'affirmer la propriété de Jeanne Castel n'a pu être identifiée. Et nous avons recherché les archives de la galerie Jeanne Castel et à ce jour, nous ne les avons pas encore localisées ni trouvées. Après, nous avons réfléchi à une autre hypothèse, c'est un lien entre Michel-Georges Michel et Jeanne Castel. Euh, Nous avons fait différentes recherches en ce sens. Il en est fait possible que Michel-Georges Michel et la galeriste Jeanne Castel se soient rencontrés avant la guerre. Ils fréquentaient le même milieu artistique. Michel-Georges Michel aurait pu ainsi acheter une œuvre dans la galerie de Jeanne Castel. Ou plus improbable, dans la mesure où rien ne permet d'établir cette hypothèse purement théorique, le tableau aurait pu être prêté à Michel-Georges Michel ou déposé chez lui par Madame Castel. Cependant, aucun lien n'a pu être trouvé entre Michel-Georges Michel et Madame Castel. Nous avons eu un petit espoir en retrouvant les 20 cartons d'archives. On s'est dit peut-être que nous allons retrouver des courriers échangés entre Madame Castel et Michel-Georges Michel, mais rien. Enfin, rien ne permet de dire que Michel-Georges Michel ait conservé chez lui des œuvres qui ne lui appartenaient pas. Bref, à ce jour, malgré de nombreuses recherches, nous n'avons trouvé aucun lien entre Michel-Georges Michel et une Madame Castel et encore moins une Madame Jeanne Castel. S'agirait-il d'un portrait de Madame Castel? Donc, une autre hypothèse qui peut être avancée, Madame Castel pourrait simplement être la femme représentée par le peintre. Jeanne Castel a été la secrétaire de Paul Guillaume. Elle était originaire du même village que l'épouse de celui-ci, Juliette Lacaze, devenue par ses mariages successifs Dominica Guillaume, puis Dominica Walter. Travaillant avec Paul Guillaume, il est possible que Jeanne Castel ait rencontré Modigliani, qui aurait pu peindre son portrait. La mention Madame Castel au revers du tableau pourrait alors désigner la femme représentée. Jeanne Albouy a épousé Marcel Castel, parce que Albouy, hein, voilà, c'est son jeune fille, a épousé Marcel Castel le 8 mars 1916. Elle pouvait donc être appelée Madame Castel en 1917, à la date de la réalisation du portrait. Mais aucune archive ne permet de vérifier ou infirmer cette hypothèse. Il est également possible de s'interroger sur une ressemblance physique entre la femme du tableau et la galériste Jeanne Castel, avec les limites que comporte nécessairement un tel exercice. Aucune photographie de Jeanne Castel n'a pu être retrouvée pour la période des années 1910 ou 1920.
un portrait ou un buste ont été réalisés plus tardivement. On peut y voir une certaine ressemblance, vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure, avec la tête de femme de Modigliani, mais cela reste évidemment discutable. La photo à gauche que vous avez du couple, on n'a pas de... C'est une hypothèse parce qu'il n'y avait pas de nom particulier qui correspondait à ces deux personnages. On s'est dit que potentiellement, ça pouvait être Marcel et Jeanne Castel. Euh, notre avis, l'avis de la mission, puisque c'est aussi un travail d'équipe, de réflexion, d'échange. L'œuvre conservée au musée Sprengel de Hanovre correspond assurément au tableau volé par le RR chez Michel-Georges Michel en 1941. Ça ne fait aucun doute. Et le musée le confirme également cette hypothèse. Si l'identité de l'auteur du tableau a pu être discutée, qu'il s'agisse d'une œuvre de Modigliani lui-même ou de son cercle, ou d'une copie, ou d'un à la manière de son enlèvement chez Michel-Georges Michel ne peut pas être remis en cause. L'œuvre a été inventoriée MGM1 par l'ERR. Si plusieurs mentions de Madame Castel apparaissent dans les archives, initialement avec un point d'interrogation, elle semble provenir de la marque manuscrite au revers du tableau. Donc, elles ne permettent pas d'affirmer que l'œuvre aurait appartenu à une Madame Castel lors du pillage en 1941. Et même si Michel-Georges Michel n'a pas mentionné ce tableau dans la liste des œuvres volées à son domicile, peut-être parce que le tableau n'était pas de Modigliani lui-même, pourrait-on imaginer, les éléments actuels ne permettent pas d'attribuer cette œuvre à un autre propriétaire que Michel, Georges Michel, chez qui il a été volé avec le reste de ses biens. C'est pourquoi, quel que soit l'auteur véritable du tableau, celui-ci devrait être restitué, c'est la position de la mission, aux ayants droit de Michel, Georges Michel, qui reste le propriétaire le plus probable. Donc, cette conclusion a été communiquée au musée de Hanovre, qui s'est prononcé lui aussi pour la restitution. Et avant la restitution à la famille, le musée a souhaité... Oula, voilà, pardon. Euh, le musée a souhaité raconter l'histoire du tableau en organisant une exposition qui a eu lieu en février 2024. Nous sommes dans l'attente de la restitution officielle. Tout prend toujours un petit peu de temps, mais le tableau va être restitué, de la restitution officielle et donc du rapatriement du tableau en France. J'en arrive à la fin de ma présentation et pour poursuivre cette séance, si l'histoire de Georges Michel vous a intéressé, je vous invite à écouter le podcast sur les archives de Michel-Georges Michel, podcast qui a été réalisé par la mission des lettres deux fois volées sur les archives retrouvées à la Société des gens de lettres. Et j'espère que cette présentation et les deux précédentes vous feront regarder les œuvres d'art d'une autre manière, que vous êtes prêt à lire les cartels et de la provenance des œuvres sur les cartels avant même de regarder le tableau, ce que nous faisons tous, et avec un regard différent, un regard de chercheur, un regard d'enquêteur. Voilà, ma présentation est terminée et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Muriel, pour cette présentation très riche en rebondissements. Du coup, voilà, on ne sait toujours pas qui est cette Madame Cassel. Et non. C'est très frustrant. Euh, J'avais une question, mais je pense qu'il y en aura plein d'autres, peut-être assez naïves, car mes connaissances pour la période sont limitées. Pourquoi les Allemands ont-ils fait des autodafés d'œuvres d'art alors que derrière, ils en ont vendu à des particuliers? Alors, dans un premier temps, ces œuvres d'art, c'était des œuvres dites dégénérées pour eux. Donc, elles n'avaient pas lieu d'exister en tant qu'objet. Donc, elles devaient être détruites. Et puis, rapidement, ils se sont rendus compte que ces œuvres avaient de la valeur et qu'ils pouvaient faire de l'argent. Il y a dans un premier temps, ça a été détruit. Et ensuite, après, il y a eu des arrangements, des échanges, des ventes. Et voilà, l'argent. Voilà, l'argent peut être une bonne réponse.
D'accord. Voilà, si dans l'assistance des personnes ont des questions, je vous laisse la parole. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Alors, y a-t-il des questions par rapport à l'intervention de Muriel Oui, Henri. Oui, Oui, Henri, Patrice. Patrice. Oui. Je voudrais parler de ce qui s'est passé, disons, dans les années 80, où des œuvres spoliées circulaient en France et où l'Office central de répression du trafic des biens culturels était en incapacité de les saisir, dans la mesure où le procureur de la République renvoyait la police dans ses murs, dans ses buts, disant que l'œuvre étant spoliée, ça n'était pas euh, ça ne relevait pas du droit pénal et par conséquent, on ne pouvait pas poursuivre. Est-ce que vous avez un éclaircissement là-dessus, s'il vous plaît? Alors, vous parlez des années 80 et Oui, vous dites que, en gros, on considérait que c'était clos, on ne pouvait plus réclamer des œuvres qui avaient été spoliées, c'est ça? abso- absolument. Dans les années 80, bon, je pourrais vous parler d'un dossier en particulier, c'est-à-dire le dossier Schloss. Mais Oui. dans les années 80, les tableaux récupérés par l'Office devaient être restitués lorsqu'ils avaient été appréhendés, dans la mesure où le parquet ne poursuivait pas pour des raisons politiques, en disant c'est spolié, ça a été indemnisé, on ne poursuit pas. Il n'y a pas d'infraction pénale, c'est une spoliation de guerre, c'est un acte de guerre, ça se passe entre État et État, et donc le parquet n'intervient pas. Alors, Je vous parle des années oui, 80. oui, Hein. oui. Alors, les choses ont tout de même bien évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de date de prescription pour ces œuvres, c'est-à-dire Bah, qu'aujourd'hui c'était le cas encore, déjà. on doit restituer. Il y a plusieurs, soit on arrive à trouver un accord entre les personnes, c'est-à-dire les propriétaires actuels et les ayants droit des personnes spoliées et l'œuvre est restituée. Euh, et non, je pense que là aujourd'hui, on est plus dans la restitution et un juge va plutôt ordonner la restitution, comme par exemple pour le cas Bauer il y a 2, 3 ans, où un juge s'est positionné. Enfin, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais pour la collection Schloss, je sais aussi qu'il y a encore des restitutions à l'heure actuelle quand on retrouve des œuvres et que les juges ne, 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 ne- ne- enfin, recommandent la restitution ou ordonnent la restitution des œuvres quand c'est en France, en tout cas. Dans ce cas-là, tu parlais, Patrice, de prise de guerre, non? Que le juge avait estimé qu'il s'agissait d'une prise de guerre. Est-ce correct? Ah, nous avons perdu Patrice. Non, mais je comprends. Après, depuis les années 80, les choses ont beaucoup évolué, les prises de conscience, il y a les attitudes sont différentes et les restitutions sont plus régulières. Après, en tout cas, il y a soit des accords, soit ça passe devant un juge. Soit ça passe devant un juge, soit il y a un accord entre les parties, une médiation et la restitution se fait. Euh, oui, les prises de garde, c'est encore différent. Moi, je connais, je suis plus sur les spoliations d'œuvres d'art aux familles juives. Ça, c'est ma partie. Et je sais que dans ces cas-là, Donc, aujourd'hui, si on retrouve une œuvre de Georges Michel en France, le juge va ordonner la restitution de l'œuvre. ouais, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, je parle de prise de guerre, c'est-à-dire je Ouais, parle de l'occupant qui se sert, étant le plus fort, et personne n'a rien à dire, parce que de toute façon, c'est la loi du plus fort. C'est pour ça que je parlais de ça, mais effectivement, il s'agit bien de spoliation, et si ouais. j'ai bien des biens juifs spoliés pendant la guerre, pour la plupart. Mais je pourrais vous parler en aparté plus tard de la collection Schloss, que je connais très bien.
Oui, oui, mais moi aussi, enfin, c'est pas moi qui m'en occupe dans l'équipe, mais je la connais aussi bien, on s'en occupe au sein de la mission, on la suit en tout cas. Donc oui, en effet, on pourra en discuter, on pourra avoir un échange si vous voulez à ce sujet, j'allais dire hors antenne, mais Oui, exactement. avec grand plaisir. Mais c'est vrai que bah, la collection Schloss, on retrouve des œuvres un peu partout dans le monde et les juges se prononcent en général pour la restitution. En tout cas, aujourd'hui, dans les années 2020. Oui, oui, très bien. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? J'avais une question. Est-ce que la totalité des archives de MGM ont été retrouvées à ce jour? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, la totalité des archives. Euh, si on parle de ces archives privées, les archives Georges Michel, il déclare dans un courrier auprès de la commission de récupération artistique, il déclare qu'il avait un certain nombre d'archives, un certain nombre de cartons d'archives personnelles. Mais il ne précise pas la quantité et ne précise pas le nombre de cartons. On retrouve 20 cartons d'archives, beaucoup de documents qui sont restitués en 2020. Est-ce que c'est l'intégralité de ces archives qui ont été laissées en l'état, conservées et restituées telles quelles? Moi, j'ai l'impression que c'était l'intégralité de ces archives. Mais je sais qu'il y en a une. On ne peut pas savoir puisqu'il n'a pas fait un inventaire précis, en fait. C'est comme les tableaux, hein. On n'a pas la liste exacte de tout ce qu'il avait chez lui. Donc, je sais qu'il y a aussi, on a trouvé à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art quelques archives privées de Georges Michel, mais qui datent de la période d'après-guerre, qui ont été versées à l'Institut national d'histoire de l'art. Ça, je le sais. Mais ça date de la période d'après-guerre. Est-ce qu'un jour, sur ce sujet des spoliations, il y aura prescription? Pas prévu. Non, c'est pas. En tout cas, pour l'instant, on arrive on retrouve des œuvres et on peut encore restituer. Donc, bonjour Sophie. Bonjour, je laisse Donc, non, finir. c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu qu'il y ait qu'on arrête de restituer. Est-ce que je peux prendre la parole? Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, Oui, tout à bonjour fait. Muriel et merci beaucoup pour cette présentation absolument passionnante. J'ai appris encore beaucoup de choses. J'ai une petite remarque à faire, enfin une petite suggestion plus exactement. Il me semble à un moment donné que tu as dit, alors sauf erreur de ma part et sauf si j'ai mal compris, qu'il n'y avait mention nulle part dans les déclarations qu'avait faites Georges Michel de Modigliani, d'un tableau de Modigliani dans son Mm, inventaire. Il mm, y a néanmoins une mention qui est faite par son frère Paul Dreyfus, donc en 1945, qui envoie une lettre à la commission de récupération mm, artistique et qui mentionne dans l'énumération, mais je pense que tu connais ce document évidemment, mais dans l'énumération donc des artistes que collectionnait Georges Michel, entre autres le nom de Modigliani qui apparaît clairement dans l'énumération aux côtés de d'autres artistes. Voilà, donc c'était simplement cette mm. petite mention qui peut-être malheureusement ne fournit pas suffisamment d'indications quant au tableau en lui-même, mais qui peut permettre de supposer que du coup Michel Jean-Michel avait bien évidemment des Modigliani dans sa collection. Alors, en fait, c'est ça ce qui est particulier, c'est qu'en effet, cette notion, je la connais. En Mm. fait, il indique bien des dessins de Modigliani. Il n'indique pas une huile sur toile. Mhm. Donc, on a été surpris, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il déclare des dessins de Modigliani et qu'il ne déclare pas une huile sur toile? Mhm. On sait qu'il était passionné par Modigliani. Il a écrit Les Montparnasse. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il avait une fascination pour cet artiste, ça c'est certain. Euh, donc, les hypothèses ont été nombreuses. Il y a eu beaucoup de discussions, à savoir, est-ce qu'il s'agit d'un Modigliani? Et ce
s'il ne s'agit pas d'un Modigliani, ça expliquerait pourquoi il n'est pas déclaré. Euh, j'ai même émis l'hypothèse, mais là, je l'ai pas mis dans mes notes, mais une hypothèse que potentiellement, c'était peut-être Jean Michel qui avait peint le tableau de, puisqu'il y peignait, parce qu'il avait déjà fait quelques portraits d'artistes. Mais là encore, on n'a pas eu le tableau entre les mains. Il est toujours à Hanovre, ce tableau. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une étude un peu plus approfondie du tableau pour savoir de quand, s'il s'agit, enfin, je ne sais pas si un jour on y arrivera à le savoir d'ailleurs, s'il s'agit d'un original de Modigliani ou pas. Mais c'est vrai que la mention de dessin de Modigliani est bien inscrite dans les courriers du frère de Michel, Georges Michel. Merci. Alors là, il ne parle pas de dessin dans ce paragraphe-là, il parle de tableau. Voilà. Mais Ouais. il y a la mention dessin qui apparaît dans un autre document, mais dans ce courrier-là, il parle de tableau et il énumère plusieurs artistes. Donc on peut Mm, mm, imaginer que le frère de Michel, Jean-Michel, a pu voir le tableau. Voilà. Mais c'est la mention tableau. Après, c'est pas mm, une liste descriptive très mm, détaillée. Donc on peut émettre toutes les hypothèses, effectivement. mm. Merci. Merci. Merci à toi. Aucune question sur le fonds russe par rapport aux archives de MGM. Oui. Alors, Donc c'est dans la discussion. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce fonds? alors, le fond russe. Alors, ce que l'on sait, c'est que donc les archives ont été emportées en Allemagne, contrairement au tableau, hein, vous avez compris qu'ils étaient restés, enfin, qu'ils sont passés au jeu de paume, mais enfin, on ne sait pas trop après ce que. Bon, bref. Après, euh, ensuite, ça a été saisi par les Russes, emmené en Russie, gardé. Il y a eu une négociation entre l'État français et l'État russe euh, à la fin des années 90. Vous savez que l'État russe ne restitue pas. Il y a un certain nombre d'œuvres qui se trouvent dans les musées, dans les réserves des musées russes et qui restent. La négociation a été faite entre l'État français et l'État russe concernant des archives. Et il y a un certain nombre d'archives, dont des archives de Michel-Georges Michel, mais également des archives des francs-maçons, par exemple, des archives de syndicats ont été restituées. C'était un échangement, ça a été une négociation avec les Russes et pour récupérer au moins des archives privées et publiques pour certains. Et en fait, il y a eu ensuite une restitution au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères a restitué aux francs-maçons, à certains syndicats, les archives. Et alors, pourquoi les archives de Michel-Georges Michel n'ont pas été restituées directement à la famille, aux ayants droit de Michel-Georges Michel? Aucune idée, mais ce qu'on sait, c'est que comme il s'agissait d'un écrivain, euh, ça explique en fait que les archives aient été versées à la Société des gens de lettres. La Société des gens de lettres les a mis, les a archivés, on va dire, les a laissés dans un coin. Et, lors ça veut dire d'un petit peu de rangement, ils ont redécouvert son fonds d'archives, mais ces 20 cartons d'archives se sont retrouvés à la Société de Jean Lettres parce que tout simplement Michel-Georges Michel était un écrivain et que pour les affaires étrangères, c'était le bon endroit pour les conserver. Mais ça aurait pu être restitué directement à la famille il y avait une recherche d'ayant droit en 2000 en tout cas. Et ce fonds russe, alors il y a un livre sur les archives russes. J'essaie de retrouver depuis tout à l'heure le nom de la personne qui a écrit un livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Euh, je ne sais plus. Il faudrait que je le retrouve. Mais il y a eu un ouvrage sur le sujet. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à peu près ce que je peux vous en dire.
Merci beaucoup, Muriel. Peut-être il y aurait une dernière question, car notre visio va prendre fin. Mm, Beaucoup de remerciements dans la discussion. c'est gentil. J'en profite pour faire une petite annonce. Donc, la prochaine formation des biens spoliés aura lieu dans un mois, le jeudi 6 avril. Et donc, ce sera Benjamin Ravier-Mazzucco qui nous parlera du dépôt retrouvé de la bibliothèque de Lyon. Voilà. Et cette, euh, cette intervention clôturera ce cycle sur les biens spoliés. Voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois, Muriel, pour votre exposé passionnant. Quel travail de fourmi. C'est vraiment magnifique de pouvoir rendre justice, même des dizaines d'années après. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous exposer votre travail, votre métier, ce cas incroyable. Et donc, à très bientôt et merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.